2 juillet 1943. Aérodrome de Castelvetrano, Sicile. Le pilote du Focke-Wulf 190 ne vit jamais le P-40 Warhawk qui plongeait du ciel jusqu'à ce que les balles de mitrailleuse déchirent son fuselage, envoyant son appareil en vrille vers la campagne sicilienne. Le First Lieutenant Charles B. Hall, 22 ans de Brésil, Indiana, venait d'accomplir ce que les commandants de la Luftwaffe croyaient impossible. Un pilote noir venait d'abattre un de leurs avions de chasse d'élite. La croix gammée peinte sur le P-40L Warhawk de Hall, cet après-midi, devient la première des 112 appareils ennemis détruits par les hommes que les Allemands appelleraient bientôt Schwarzvogelmenschen, les hommes oiseaux noirs. Dans l'Allemagne nazie, la doctrine raciale classifiait les Noirs comme Untermenschen, sous-humains, incapables de maîtriser des machines complexes ou de faire preuve de courage au combat. Les lois de Nuremberg avaient interdit les mariages entre Allemands et personnes d'ascendance africaine. Pourtant, ici, dans le ciel méditerranéen, cette idéologie allait entrer en collision catastrophique avec la réalité, alors que 992 pilotes formés à Tuskegee, Alabama, allaient systématiquement démolir à la fois les avions allemands et les présomptions allemandes sur la supériorité raciale. Ce que les pilotes de la Luftwaffe ignoraient en montant intercepter les bombardiers américains en 1943, c'est qu'ils allaient affronter certains des pilotes de chasse les plus rigoureusement entraînés et les plus motivés de l'US Army Air Forces. Des hommes qui avaient surmonté des obstacles que leurs homologues blancs n'avaient jamais connus, qui s'étaient entraînés plus dur et plus longtemps que les pilotes standards, et qui portaient au combat non seulement le poids du devoir national, mais le fardeau de prouver la capacité d'une race entière. Les mathématiques du combat aérien allaient bientôt s'écrire dans le ciel européen. 15 000 sorties de combat, 1578 missions, 112 victoires aériennes et un taux de perte des bombardiers escortés significativement inférieur à celui des groupes de chasse blancs. Des statistiques qui forceraient même les idéologues nazis les plus fanatiques à confronter la faillite de leur théorie raciale. Le voyage vers cette première victoire aérienne commença non au combat, mais dans l'environnement hostile de la ségrégation américaine. En 1925, le US Army War College avait publié un rapport concluant. Comparé à l'homme blanc, il est admis qu'il est de mentalité inférieure. Il est intrinsèquement faible de caractère. Cette évaluation militaire officielle affirmait que les soldats noirs manquaient de l'intelligence pour les rôles techniques et du courage pour le leadership au combat. Pourtant, même alors que les leaders militaires s'accrochaient à ces préjugés, un petit groupe d'Américains noirs était déjà en train de les contredire. Eugene Bullard avait volé pour la France pendant la Première Guerre mondiale parce que l'Amérique ne le laisserait pas servir. Bessie Coleman avait obtenu sa licence de pilote en France en 1921 quand aucune école de vol américaine ne l'acceptait. La pression pour le changement s'intensifia alors que les nuages de guerre s'accumulaient sur l'Europe. Les leaders des droits civiques, comme Walter White de la NAACP, le leader syndical A. Philip Randolph et le juge William H. Hastie firent pression sans relâche pour l'inclusion des Noirs dans l'aviation militaire. Le 3 avril 1939, la loi publique 18 entrouvrit finalement la porte. Le sénateur Harry H. Schwartz avait inséré un amendement requérant que le programme de formation de pilotes civils inclue une ou plusieurs écoles, désignées par l'autorité civile de l'aéronautique pour la formation de tout pilote aérien nègre. C'était une concession à contre-cœur, enveloppée dans la ségrégation, mais c'était un commencement. Quand Franklin Roosevelt se présenta pour un troisième mandat sans précédent en 1940, il avait besoin des votes noirs dans les villes clés du Nord. Le 16 janvier 1941, le secrétaire à la guerre, Henry L. Stimson, annonça la formation du 99e Pursuit Squadron, une unité de vol entièrement noire. L'annonce vint avec une mise en garde qui révélait les attentes militaires. Ce serait une expérience
pour tester si les Noirs pouvaient être formés comme pilotes de combat. Le capitaine Benjamin O. Davis Jr. comprit le poids du commandement quand il mena 26 pilotes du 99e Fighter Squadron en Afrique du Nord en avril 1943. Le fils du premier général noir américain avait enduré 4 ans de traitement silencieux à West Point, où aucun cadet blanc ne lui parlait en dehors des obligations officielles. Maintenant, il commandait des hommes qui portaient non seulement leurs propres espoirs, mais les aspirations de 13 millions d'Américains noirs. Le 99e arriva à Farjouna, Tunisie, attaché au 33e Fighter Group sous le colonel William W. Momier, un commandant qui ne cachait pas son scepticisme sur les pilotes noirs. Momier leur assigna des missions de patrouille au-dessus de la Méditerranée, les maintenant éloignés des vraies actions. Il voulait qu'ils échouaient, et quand ils n'excellèrent pas immédiatement, il eut son excuse. Le matin du 2 juin 1943 marqua leur première mission de combat, une attaque sur l'île italienne de Pantelleria, alors que leur P-40 Warhawk usé montait vers leur cible. Des chasseurs allemands apparurent soudainement. Les pilotes de Tuskegee maintinrent la formation, protégeant leurs bombardiers. Aucun avion ne fut perdu de part et d'autre, mais les Allemands avaient appris leur première leçon. Ces pilotes ne céderaient pas sous la pression. Mais c'est le 2 juillet 1943 qui changea tout. Charles Hall volait sa 8e mission, escortant des bombardiers B-25 Mitchell attaquant l'aérodrome de Castelvetrano en Sicile. 2 Focke-Wulf 190 se ruèrent sur la formation de bombardiers. Hall témoigna plus tard. Je vis 2 Focke-Wulf suivant les bombardiers juste après le largage des bombes. Je me dirigeais vers l'espace, entre les chasseurs et les bombardiers, et réussis à virer à l'intérieur du Jerry. Je tirai une longue rafale et vis mes traces pénétrer le second appareil. Il virait à gauche, mais soudain décrocha et piqua droit vers le sol. Quand Hall atterrit, toute la base explosa. Les équipages au sol noir, qui avaient enduré des mois d'insultes du personnel blanc, eurent enfin leur réponse à chaque affront. La victoire de Hall fut le premier kill aérien par un pilote américain noir dans l'histoire militaire américaine. En janvier 1944, le 99e Fighter Squadron était au combat depuis 7 mois, mais le colonel Momier avait déposé un rapport dévastateur affirmant qu'il manquait d'agressivité et recommandant leur retrait du combat. Le rapport atteignit le général Henry Ap Arnold, qui se prépara à arrêter l'expérience. Puis vint Anzio. Le 27 janvier 1944, la Luftwaffe lança des raids massifs sur les forces alliées à la tête de pont d'Anzio. 15 pilotes du 99e volant sur des P-40 obsolètes rencontrèrent des Focke-Wulf 190 supérieurs au-dessus du champ de bataille. Ce qui suivit réduirait les critiques au silence pour toujours. Le 99e abattit de multiples appareils ennemis. Les sources varient entre 8 et 13 kills sur 2 jours. Le capitaine Charles Hall revendiqua 2 victoires supplémentaires, portant son total à 3. En 2 jours, volant sur un équipement inférieur, ils avaient détruit plus d'appareils ennemis que pendant leurs 7 mois précédents de combat. Le War Department lança une étude comparant le 99e avec d'autres escadrons de P-40 et conclut qu'ils performaient aussi bien que les unités blanches. Le succès à Anzio prouva que les pilotes noirs pouvaient exceller au combat quand on leur en donnait l'opportunité. En mai 1944, le 332e Fighter Group, combinant les 99e, 100e, 301e et 302 Fighter Squadrons, reçut des ordres qui les transformeraient de parias en légendes. Ils rejoindraient la 15 Air Force comme escorte de bombardiers, volant les missions longues et dangereuses au plus profond de l'Allemagne nazie. Le colonel Benjamin Davis rassembla ses pilotes à l'aérodrome de Ramitelli sur la côte adriatique italienne. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des bombardiers. Notre travail n'est pas d'être des as. Notre travail est de ramener ces bombardiers à la maison. Cette directive définirait leur philosophie de combat. Rester avec les bombardiers coûte que coûte. En juin 1944, le général Nathan Twining ordonna un système de marquage systématique pour les groupes de chasse. Chacun recevrait des couleurs distinctives pour identification instantanée. Le 332e se vit assigner le rouge.
Pas seulement des nez rouges ou des bandes rouges, mais des sections entières de queue peintes en cramoisi. Les P-51 Mustang, avec leur queue rouge, leur cône d'hélice rouge et leurs bandes de nez rouges devinrent instantanément reconnaissables. Les premiers équipages de bombardiers à recevoir l'escorte à queue rouge ignoraient que leur protecteur était noir. Ils savaient seulement que ces chasseurs restaient proches, n'abandonnant jamais pour des kills faciles. Le mot se répandit à travers les groupes de bombardiers. Demandez les Red Tails si vous pouvez les avoir. Le 18 juillet 1944 testerait les Red Tails, comme jamais auparavant. Le colonel Davis mena 66 Mustangs au rendez-vous avec des bombardiers ciblant la base de la Luftwaffe à Memmingen, Allemagne. Les bombardiers étaient en retard. Davis prit une décision cruciale, orbiter en territoire ennemi plutôt que de retourner à la base. Quand les bombardiers apparurent enfin, la Luftwaffe aussi, environ 100 chasseurs allemands attaquant de multiples directions. Les Allemands avaient appris que des nombres écrasants pourraient briser l'écran protecteur des Red Tails. Malgré une défense féroce du 332e qui revendiqua 11 à 12 victoires, 15 B-17 tombèrent sous les coups des chasseurs ennemis en 20 minutes de combat sauvage. Le 332e perdit 3 pilotes, les lieutenants Robert Hutton, Wellington Irving et Alfred Brown. Les critiques affirmèrent que les lourdes pertes de bombardiers prouvaient que les pilotes noirs ne pouvaient pas gérer les batailles majeures. Mais l'analyse opérationnelle révéla la vérité. Le 332e était arrivé dans une situation impossible avec des forces allemandes massives engageant déjà les bombardiers. Ils avaient empêché un désastre complet. En mars 1945, les chasseurs conventionnels de la Luftwaffe pouvaient à peine défier la suprématie aérienne alliée. Mais l'Allemagne avait une dernière carte, le Messerschmitt Me 262. Le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde, avec une vitesse maximale de 870 km/h, il pouvait distancer n'importe quel avion à hélice. Le 24 mars 1945, le 332 Fighter Group reçut son assignement le plus challengeant, escorter des bombardiers sur 2600 km aller-retour jusqu'à Berlin pour attaquer l'usine de chars Daimler-Benz. Les renseignements avertirent que des Me-262 du Jagdgeschwader 7 défendraient la cible. Le colonel Davis mena 43 P-50 et un Mustang au cœur du Reich. Alors qu'ils approchèrent de Berlin, les Me-262 apparurent, la plus grande force de chasseurs à réaction jamais assemblée pour une seule interception. Le lieutenant Roscoe Brown avait étudié les faiblesses du jet. Nous savions que les jets allemands étaient plus rapides que nous. Au lieu de les poursuivre directement, nous nous éloignions d'eux, puis virions dans leur angle mort, expliqua-t-il. Brown abattit un Me-262, rapportant « Je tirais sur lui dans une montée à 15 degrés et tirai 3 longues rafales depuis 600 mètres à 8 heures de lui. Presque immédiatement, le pilote s'éjecta depuis environ 7500 mètres. » Le lieutenant Earl Lane accomplit ce que beaucoup considéraient impossible, abattre un Me-262 avec un tir de déflexion de 1800 mètres utilisant le nouveau viseur K-14. Le lieutenant Charles Brantley revendiqua la 3e victoire sur jet ce jour-là. La destruction de 3 Me-262 en un seul engagement représenta plus de jets que la plupart des groupes de chasse n'en détruiraient pendant toute la guerre. Les Red Tails venaient d'excéder le total de toutes les victoires américaines précédentes sur Me-262 en un après-midi. Le 332e Fighter Group gagna une citation d'unité distinguée pour cette mission. Les rencontres entre les Tuskegee Airmen et les Allemands ne se terminèrent pas toutes par la victoire. 32 pilotes devinrent prisonniers de guerre et leurs expériences révélèrent des interactions complexes entre l'idéologie nazie et la réalité militaire. Le lieutenant Alexander Jefferson fut abattu le 12 août 1944 pendant sa 19e mission. Son P-51 prit des tirs de DCA au-dessus du sud de la France pendant qu'il mitraillait des installations radars. À son interrogatoire, l'officier allemand avait des renseignements extensifs sur le 332 Fighter Group. L'interrogateur avait des informations sur l'aérodrome de Ramitelli, sur nos commandants d'escadron, même des détails sur la maison de mes parents à Détroit, se souvint Jefferson. Il savait que mon père était enseignant et le nom de jeune fille de ma mère. Leurs renseignements étaient effrayamment complets.
À Stalag Luft 3, Jefferson se trouva traité comme n'importe quel autre officier américain. Les prisonniers de guerre blancs des équipages de bombardiers l'approchaient souvent avec gratitude pour la protection des queues rouges. Ces interactions, impossibles dans l'Amérique ségrégée, se produisaient naturellement dans les camps de prisonniers allemands. L'ironie ne m'échappait pas, nota Jefferson. Me voici dans un camp de prisonniers nazis, traité plus également par les Américains blancs que je ne le serais chez moi. Quand la guerre se termina et que Jefferson retourna aux États-Unis, il fut immédiatement ségrégué au point de débarquement. Alors que les pilotes allemands reconnaissaient apparemment la compétence des Red Tails avec le surnom Schwarz-Vogelmenschen, les équipages de bombardiers américains devinrent leurs champions les plus vocaux. Ces hommes, qui faisaient face à la mort à chaque mission, ne se souciaient pas de la race, seulement de la survie. Les équipages de bombardiers développèrent leur propre mythologie sur les Red Tails. Des histoires se répandirent sur leur style de vol distinctif, la façon dont ils agitaient leurs ailes en salutation, leur formation serrée, leur refus d'abandonner les bombardiers endommagés. Red Tail Angels devint le nom que les équipages de bombardiers leur donnèrent. Les statistiques supportaient les préférences des équipages de bombardiers. Les recherches de l'historien de l'Air Force, Dr. Daniel Holman, révélèrent que les bombardiers sous escorte du 332 Fighter Group perdirent seulement 27 avions aux chasseurs ennemis, comparé à une moyenne de 46 pour les autres groupes de P-51 de la 15e Air Force. Ce taux de protection supérieur se produisit malgré le fait que les Red Tails volaient certaines des missions les plus longues et dangereuses de la guerre. À la fin de la guerre, les Tuskegee Airmen avaient compilé un record de combat qui démolissait toutes les présomptions d'avant-guerre sur la capacité militaire noire. 1578 missions de combat volées, 15 000 sorties individuelles complétées, 179 missions d'escorte de bombardiers, 112 avions ennemis détruits en combat aérien, 150 avions ennemis détruits au sol, 3 chasseurs à réaction, 262 abattus, 27 bombardiers perdus contre 46 en moyenne pour les autres groupes, 96 Distinguished Flying Cross décernés aux pilotes du 332e. La transformation du ridicule au respect ne concernait pas seulement le courage. Elle reflétait des méthodes d'entraînement américaines supérieures et des avantages technologiques que les Red Tails maniaient avec précision. À Tuskegee, les pilotes volaient plus d'heures que leurs homologues blancs, 300 comparés à 200 pour les pilotes blancs. Ils pratiquaient le vol en formation obsessionnellement, sachant qu'au combat, la discipline serait leur avantage. Le taux d'échec à Tuskegee était de 60% comparé à 40% pour les cadets blancs. Seuls les très meilleurs survivaient le programme, créant ce que le colonel Noel Parrish, commandant de Tuskegee, appela un groupe super sélectionné. La progression à travers les types d'avions racontait sa propre histoire. Le 99e commença avec des P-40 Warhawk de seconde main déjà obsolètes quand ils arrivèrent en Afrique du Nord. Ces chasseurs à moteur Allison, refroidis par liquide, étaient inférieurs aux Bf-109 et fabuleux 190 allemands dans presque chaque métrique de performance. Pourtant, les pilotes de Tuskegee utilisèrent la capacité de virage supérieure et la construction robuste des P-40 pour tenir leur rang. L'arrivée des P-51 Mustang en juillet 1944 transforma les Red Tails en égaux de n'importe quelle unité de chasse dans la guerre. Le North American P-51D Mustang représentait la perfection industrielle américaine. Son moteur Merlin, construit par Packard, lui donnait une vitesse maximale de 700 km par heure. Ses mitrailleuses de calibre 50 pouvaient détruire n'importe quel avion. Plus important, son rayon d'action, plus de 2600 km avec des réservoirs largables, lui permettait d'escorter des bombardiers n'importe où dans le Reich. Derrière chaque pilote qui abattait un avion allemand se tenaient des douzaines de personnels de soutien, mécaniciens, armuriers, chefs d'équipage, qui maintenaient les Red Tails en vol. Sur les approximativement 16 000 Tuskegee Airmen qui servirent, moins de 1000 étaient en pilote. Les autres étaient les héros méconnus qui rendaient la victoire possible. Les équipages au sol accomplirent des miracles avec des ressources limitées. L'aérodrome de Ramitelli en Italie était primitif comparé aux autres bases américaines. Les pièces détachées étaient rares, le 332e étant souvent dernier en ligne pour les approvisionnements.
Pourtant, leur taux de disponibilité des avions, le pourcentage d'appareils prêts au combat, égalait ou excédait celui des unités blanches. Ces équipages au sol firent aussi face au combat. Les raids allemands sur Ramitelli étaient rares, mais mortels. Le 24 mars 1944, un raid de bombardement allemand tua plusieurs personnels de soutien. Les hommes continuèrent à travailler pendant l'attaque, tirant les avions loin des dépôts de carburant en flammes. La campagne de bombardement stratégique sur l'Europe fournit le terrain d'essai ultime pour les Tuskegee Airmen. Chaque B-17 Flying Fortress coûtait 238 000 $ et transportait 10 membres d'équipage hautement entraînés. La perte d'un seul bombardier représentait un revers stratégique qui ondulait à travers l'effort de guerre entier. C'est pourquoi la protection des bombardiers importait plus que les victoires aériennes. Le colonel Davis comprit ceci quand il ordonna à ses pilotes de résister à la tentation de poursuivre les chasseurs allemands. « N'importe qui peut abattre un chasseur s'il abandonne son poste, dit-il. Il faut de la discipline pour rester avec les bombardiers quand l'ennemi fuit. » Les tactiques d'escorte des Red Tails évoluèrent à travers l'expérience. Ils développèrent une défense à 3 couches. Escorte rapprochée, se déplaçant directement au-dessus des bombardiers, escorte moyenne, positionnée pour intercepter les chasseurs entrants, et escorte haute, surveillant les attaques en piqué. Ce système requérait une coordination précise et une discipline absolue. Les Tuskegee Airmen combattirent 2 guerres simultanément, contre le fascisme à l'étranger et le racisme à la maison. Leur record de combat défia à la fois l'idéologie raciale nazie et la ségrégation américaine, prouvant que l'excellence en combat aérien transcendait la catégorisation raciale. Alors que les Tuskegee Airmen combattaient les Allemands à l'étranger, ils livraient bataille aux préjugés à la maison. Leurs victoires sur la Luftwaffe firent les gros titres dans les journaux noirs, mais furent souvent minimisées ou ignorées par la presse grand public. La campagne W du Pittsburgh Courier, victoire contre le fascisme à l'étranger et le racisme à la maison, utilisa les Tuskegee Airmen comme exemples principaux. Le contraste avec la conscience allemande était frappant. En 1945, la Luftwaffe savait apparemment exactement qui pilotait les Mustangs à queue rouge, les appelant Schwarz-Vogelmenschen. Pendant ce temps, beaucoup d'Américains blancs ignoraient que des pilotes noirs existaient. Cette ignorance était délibérée. Le War Department publicisait rarement les succès des Tuskegee Airmen. La victoire en Europe n'apporta pas la célébration, mais l'incertitude pour les Tuskegee Airmen. Alors que les unités blanches se préparaient pour les défilés de la victoire, le 332e fit face à des questions sur leur futur. L'Army Air Forces planifiait de maintenir la ségrégation malgré les preuves au combat de son absurdité. Pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale, les accomplissements des Tuskegee Airmen restèrent largement inconnus du grand public américain. Les pilotes individuels luttèrent avec cette érosion. Lee Archer, avec ses 4 victoires, travailla comme cadre, mais parla rarement de son record de guerre. « Personne ne me croyait de toute façon, dit-il. Un pilote de chasse noire doit mentir. » En 1948, le président Harry Truman signa l'Executive Order 9981 intégrant l'armée américaine, une décision influencée par la performance au combat des Tuskegee Airmen. Benjamin Davis, qui avait mené les Red Tails au-dessus de Berlin, devint le premier général noir de l'Air Force en 1954. La reconnaissance vint lentement. En 2007, le président George W. Bush décerna la Congressional Gold Medal aux Tuskegee Airmen. Seulement 300 des pilotes originaux survécurent pour y assister. Beaucoup avaient attendu plus de 60 ans pour la reconnaissance nationale. La transformation du ridicule au respect n'était pas de la mythologie, mais un fait documenté. Les nombres restent irréfutables. 112 victoires aériennes contre la Luftwaffe, 3 chasseurs à réaction, 262 détruits en une mission, 150 avions ennemis détruits au sol, 27 bombardiers perdus contre 46 en moyenne pour les autres groupes, 96 Distinguished Flying Cross gagnés par les pilotes du 332 Fighter Group. Le surnom rapporté de Schwarz-Vogelmenschen prouva que le préjugé s'effondre quand confronté à une capacité indéniable. Chaque chasseur allemand détruit, chaque bombardier protégé, chaque mission complétée, ajouta une preuve à un cas irréfutable. La couleur de la peau d'un pilote n'avait rien à voir avec sa capacité à voler et combattre.
Roscoe Brown, qui a bâti un jet allemand au-dessus de Berlin, résuma leur accomplissement. Nous n'avons pas juste combattu les Allemands, nous avons combattu l'ignorance, le préjugé et la haine, et nous avons gagné les 3 batailles. Les Tuskegee Airmen n'avaient pas juste gagné des batailles, ils avaient changé l'histoire. Ils combattirent 3 guerres simultanément et les gagnèrent toutes, vainquant la Luftwaffe au combat, défiant l'idéologie raciale nazie à travers la performance, et aidant finalement à démolir la ségrégation américaine à travers une excellence indéniable. Quand on leur en donna l'opportunité, les Tuskegee Airmen s'élevèrent, transformant le ridicule en respect, le préjugé en acceptation, et les ennemis en témoins de leur accomplissement extraordinaire.